En septembre 2025, André Lambert reçut dans son laboratoire le neuroscientifique Dr Christophe Koch pour discuter d'un sujet que la science s'évertuait à ignorer depuis des décennies. Koch apporta des données de neuroimagerie, confirmant un modèle que Carl Jung avait esquissé dès 1921, sans technologie aucune, simplement en observant ses patients les plus lucides. Lambert resta silencieux pendant 40 secondes, lorsqu'il vit les scans cérébraux. Cela prouvait que l'éveil spirituel n'est pas une métaphore, c'est un phénomène neurologique, et que les personnes éveillées vivent dans une réalité structurellement différente de la majorité. Jung appelait cela l'individuation, la neuroscience, l'expansion de la boîte de perception. Et vous êtes sur le point de découvrir si votre cerveau a déjà subi cette transformation irréversible, ou s'il est encore prisonnier de l'illusion collective, que 90% de l'humanité appelle normalité. Lambert révéla lors d'une conversation avec Alexandre Fournier qu'il avait étudié Jung en profondeur, en particulier le concept d'ombre. Mais ce qu'il n'admet pas publiquement, c'est que tout le protocole de neuroplasticité du laboratoire Lambert est une traduction scientifique du processus d'individuation jungien. La différence ? Jung découvrit cela en travaillant avec des patients ayant subi des effondrements psychologiques profonds. Lambert valida ses observations avec l'IRMF, des électrodes et des mesures précises. Et il existe désormais un test neurologique en 5 questions qui révèle si vous avez déjà vécu l'éveil ou si vous êtes encore en train de dormir les yeux ouverts, comme la plupart des gens. Ce test a été développé par le docteur Marguerite Lehn, qui a reçu 7,2 millions de dollars pour étudier les expériences spirituellement transformatrices. Elle découvrit que les personnes éveillées présentent des signatures cérébrales impossibles à falsifier. Si vous mentez à propos de l'éveil, votre cerveau vous dénonce. Jung réalisa en 1913, lors de son propre effondrement psychologique, qu'il existe des stades de conscience que la majorité des gens n'atteignent jamais, non par manque d'intelligence, mais parce que le moi est structuré pour éviter l'individuation. Le moi veut la survie sociale, pas la vérité. Et s'éveiller signifie sacrifier le confort social pour la lucidité psychologique. Lambert, dans son épisode avec le docteur Jacques Hélion, admit que l'ombre jungienne est la partie de la psyché qui, lorsqu'elle est amenée à la conscience, contredit toutes les valeurs que vous jurez défendre. Autrement dit, l'éveil n'est pas une illumination mystique. C'est confronter le fait que vous êtes l'opposé de ce que vous pensez être, et le cerveau résiste à cela avec des mécanismes de défense mesurables qui apparaissent en neuroimagerie comme une hyperactivation de l'insula antérieure et du cortex singulaire. Vous ressentez littéralement une douleur physique lorsque la vérité tente d'émerger. C'est pourquoi la plupart abandonnent le processus avant de le compléter. Les personnes spirituellement éveillées expérimentent 7 phénomènes neurologiques spécifiques que la science a confirmés entre 2024 et 2025. Je vais révéler les 5 premiers maintenant et les 2 derniers vous forceront à admettre si vous vous êtes vraiment éveillé ou si vous vous contentez de consommer du contenu sur l'éveil comme un simple divertissement intellectuel. Premier phénomène, la rupture de la boîte de perception. Le docteur Christophe Koch expliqua à Lambert que chaque être humain vit à l'intérieur d'une boîte de perception unique, formée par des mémoires, des croyances et des traumatismes. Cette boîte filtre la réalité et crée l'illusion que vous voyez le monde tel qu'il est. Mais vous voyez en réalité votre propre programmation psychologique projetée. Jung appelait cela la persona, le masque social que vous confondez avec votre identité. L'éveil se produit lorsque la boîte se fissure. La neuroimagerie montre que chez les personnes éveillées,
le lobe pariétal inférieur gauche diminue drastiquement son activité durant les états de conscience élargis. Cette région est responsable de la sensation de frontière entre vous et le monde. Quand elle se désactive, vous perdez le sens de la séparation. Cela effraie tellement que la plupart retournent en courant dans leur boîte. Mais ceux qui supportent la dissolution assez longtemps en passent au deuxième phénomène. Deuxième phénomène, l'activation permanente du réseau du mode par défaut, RMD, d'une manière différente. Des études de 2024 ont montré que les personnes éveillées ont un RMD qui fonctionne à l'inverse. Normalement, le RMD s'active durant la rêverie, quand vous n'êtes pas concentré. Chez les personnes ordinaires, le RMD génère des pensées répétitives sur le passé et le futur, de la rumination anxieuse, de l'autocritique. Mais chez les personnes qui ont vécu une transformation spirituelle profonde, le RMD entre dans un état de quiétude active. Il reste allumé, mais ne génère pas de narration mentale. Il observe, sans juger. Jung décrivit cela comme la fonction transcendante, la capacité de témoigner de sa propre psyché sans s'identifier à elle. Lambert mentionna dans plusieurs épisodes que la méditation altère le RMD, mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'un éveil permanent signifie que votre RMD ne revient plus jamais au mode narratif compulsif. Vous ne pouvez littéralement plus croire vos propres pensées automatiques. Et cela crée le troisième phénomène. Troisième phénomène, des synchronicités mesurables. Jung inventa le terme synchronicité pour décrire des coïncidences significatives qui n'ont pas de relation causale. Les sceptiques appellent cela un biais de confirmation. Mais des recherches en neurothéologie de 2025 ont découvert que les personnes éveillées présentent une hyperactivation du réseau de science cérébrale, la région qui détecte les modèles pertinents dans le chaos. Ce réseau connecte l'insula antérieure avec le cortex singulaire antérieur. Chez les personnes éveillées, ce réseau est 47% plus sensible que la moyenne. Autrement dit, votre cerveau détecte littéralement des modèles que les autres ignorent. Ce n'est pas du mysticisme, c'est un traitement de l'information amplifiée. Lambert en parla de manière voilée lorsqu'il discuta des états de flux et de la manière dont les athlètes d'élite perçoivent le jeu au ralenti. L'éveil spirituel est cet état appliqué à la vie entière. Vous voyez des connexions, vous lisez les gens, vous anticipez les événements, non parce que vous êtes voyant, mais parce que votre cerveau traite plus de données par seconde. Le prix, vous ne pouvez plus avoir de conversations superficielles. Toute interaction sociale vous montre des couches de vérité que personne d'autre ne voit, et cela vous isole. Quatrième phénomène en approche. Quatrième phénomène, l'empathie sans frontières et l'épuisement subséquent. Les neurones miroirs chez les personnes éveillées sont hyper réactifs. Vous ressentez littéralement les émotions d'autrui dans votre propre corps. Parce que les mêmes régions cérébrales s'activent. Jung appelait cela la participation mystique. Lambert, dans un épisode sur l'empathie et la régulation émotionnelle, expliqua qu'avoir des neurones miroirs sensibles vous rend excellent pour lire les gens, mais pire pour maintenir des limites, parce que vous absorbez l'état émotionnel de l'autre, sans filtre. Des recherches de 2024 ont montré que les personnes éveillées, qui n'apprennent pas à réguler cette empathie amplifiée, développent une fatigue chronique, parce que leur système nerveux traite constamment des émotions qui ne sont pas les leurs. Le docteur Jacques Hélion dit à Lambert que l'intégration de l'ombre est essentielle pour ne pas projeter ses propres émotions sur les autres. Mais les personnes éveillées ont le problème opposé. Elles absorbent les émotions d'autrui et pensent qu'elles sont les leurs. La solution ? Un protocole que Lambert n'a jamais révélé complètement, mais que je détaillerai à la fin. Pour l'instant, garde ça en tête. Il reste à révéler le cinquième phénomène. Et là,
Tu sauras si tu t'es vraiment éveillé. Cinquième phénomène, la mort de la peur existentielle et l'émergence d'un vide productif. Jacques Zélion écrivait que l'individuation culmine dans la confrontation avec le soi, le noyau archétypal qui transcende le moi. Quand cela se produit, la peur de la mort disparaît, pas parce que tu crois en une vie après la mort, mais parce que tu arrêtes de t'identifier à la narration d'être quelqu'un. La neuroimagerie de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente ou un éveil profond montre une réduction permanente de l'activité de l'amygdale en réponse aux menaces existentielles. Elles n'ont littéralement pas peur de cesser d'exister, mais cela crée un vide, parce que toutes les motivations humaines normales, l'argent, le statut, l'approbation, sont des stratégies pour éviter la mort symbolique. Quand la peur de la mort meurt, ces motivations semblent enfantines, et tu entres dans le vide productif que Jacques Hélion appelait la nigredo, la phase noire de l'alchimie psychologique. André Lambert a effleuré ce point lorsqu'il a discuté avec Alexandre Fournier du but et de la motivation intrinsèque. Mais il n'a pas approfondi, parce que cela effraie son public. Il veut de l'optimisation, pas de la désintégration existentielle. Les personnes éveillées savent que la motivation basée sur le moi est une illusion. Mais comment vivre sans elle? C'est là qu'intervient le protocole hybride qui unit Jacques Hélion et André Lambert. Mais avant, je dois révéler pourquoi la science a caché ses connexions pendant si longtemps. Pourquoi la neuroscience moderne évite-t-elle de valider Jacques Hélion publiquement? 3 raisons. Premièrement, un préjugé académique. Jacques Hélion est perçu comme mystique, pas comme un scientifique, bien qu'il ait créé l'association de mots, la typologie psychologique et l'analyse des rêves basée sur des données empiriques. Deuxièmement, des implications financières. Si l'éveil spirituel est neurologique et gratuit, toute l'industrie de la santé mentale, pharmaceutique et de l'auto-assistance perd du pouvoir. On ne peut pas breveter l'individuation. Troisièmement, une menace au contrôle social. Les personnes éveillées n'obéissent pas à l'autorité aveugle, ne consomment pas compulsivement, n'ont pas peur de l'existence. Elles sont économiquement et politiquement incontrôlables. C'est pourquoi des études comme celle de Marguerite Laine reçoivent un financement privé de 7,2 millions. Mais tu n'as jamais vu ça dans les médias grand public. C'est pourquoi André Lambert parle de dopamine et de sommeil. Mais évite d'approfondir l'ombre jungienne, parce que se réveiller est dangereux pour les systèmes qui dépendent de ce que tu dormes. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais avec cette information? Voici le protocole hybride Jacques Hélion. André Lambert pour naviguer l'éveil sans s'effondrer. Ce protocole ne se trouve dans aucun épisode complet du Huberman Lab, mais peut être assemblé à partir de fragments qu'il a lâchés dans des conversations avec Alexandre Fournier. Jacques Zélion et le docteur Christophe Koch. Première phase. Cartographie de l'ombre avec la neuroplasticité dirigée. Jacques Zélion disait que tu dois confronter l'ombre à travers l'imagination active, le dialogue interne avec les parties refoulées. André Lambert a montré que la visualisation active les régions préfrontales et modifie la connectivité limbique. Combine les deux, tous les jours, 10 minutes avant de dormir, quand les ondes cérébrales sont en θ. Accède à une mémoire émotionnelle difficile, n'analyse pas, observe seulement. Cela active le réseau par défaut en mode témoin, non narratif. Après 30 jours, tu vas remarquer que les schémas d'auto-sabotage commencent à devenir évidents. Pas parce que tu penses plus, mais parce que tu vois sans défendre le moi. Deuxième phase. Régulation de l'empathie amplifiée avec les protocoles vagos. Si tu as des neurones miroirs hyper réactifs, tu dois réinitialiser le nerf vague quotidiennement. André Lambert enseigne la respiration physiologique. 2 inspirations par le nez, une expiration longue par la bouche. Fais ça 3 fois après toute interaction sociale intense. Cela désactive le mode d'absorption émotionnelle et retourne le système nerveux à sa base.
Jacques Hélion n'a jamais eu cet outil, mais il a décrit la nécessité d'une différenciation psychologique. Séparer tes émotions de celles des autres. La respiration vagale et le raccourci neurologique. Troisième phase, ancrage de la conscience élargie avec la routine circadienne. Le docteur Christophe Koch a expliqué que la conscience élargie est instable sans une structure biologique de soutien. Si tu t'éveilles, mais que tu ne dors pas 8 heures, que tu n'exposes pas tes yeux au soleil matinal, que tu ne régules pas ta glycémie, le cerveau ne parvient pas à soutenir la neuroplasticité. L'éveil sans une biologie optimisée devient une psychose. C'est pourquoi Jacques Hélion a eu un effondrement en 1913. Il a élargi sa conscience sans protocole physique. André Lambert a le protocole physique, mais sans la profondeur jungienne. Cela devient une optimisation vide. Combine « réveille-toi » avec le soleil. 10 minutes de lumière directe dans les yeux. Cela ancre le rythme circadien et stabilise l'humeur pendant la transformation psychologique. Dors dans l'obscurité totale, à basse température. Le cerveau ne traite les expériences transformatrices que pendant le sommeil paradoxal profond. Si tu t'éveilles, tu as besoin de plus de REM, pas moins. Quatrième phase. Intégration des synchronicités avec la tenue d'un journal dirigé. Quand tu commences à remarquer des synchronicités, ne les ignore pas et ne les idolâtre pas. Enregistre-les. Jacques Hélion a tenu le livre rouge. Un registre de ses visions et de ses synchronicités. La neuroscience de 2024 a montré qu'écrire à la main active les zones de consolidation de la mémoire que la dactylographie n'active pas. Tous les soirs, écris 3 synchronicités du jour et le schéma qu'elles révèlent. Cela entraîne le réseau de science cérébrale à détecter le sens sans tomber dans la paranoïa. Après 90 jours, tu auras une carte psychologique de tes synchronicités. Ce n'est pas de l'ésotérisme. C'est de la science des données appliquées à ta psyché. 5e phase. Confrontation avec le vide productif à travers un but transégoïque. Quand les motivations basées sur la peur meurent, tu as besoin d'une motivation basée sur l'alignement. Jacques Hélion appelait cela le processus d'individuation. Devenir qui tu es vraiment, pas qui la société veut que tu sois. André Lambert parle de motivation intrinsèque, mais n'approfondit pas la mort du moi qui précède. La question n'est pas ce que tu veux conquérir, mais ce qui émerge quand tu arrêtes d'éviter qui tu es. Répondre à cela exige du silence, 20 minutes par jour, sans input, sans podcast, sans musique, sans écran, juste toi et ta psyché. Au début, ça va être insupportable. Le moi va crier, créer des urgences fausses, inventer des problèmes. Tiens bon, après 60 jours, quelque chose émerge. Ce n'est pas une voix mystique, c'est de la clarté. Jacques Hélion appelait cela le soi. André Lambert appellerait ça l'activation du cortex préfrontal ventromédial, la région de la prise de décision basée sur les valeurs profondes. Quel que soit le nom, c'est ce que les personnes éveillées suivent. Pas des règles externes, mais une boussole interne calibrée. Mais il y a un 6e phénomène que je n'ai pas encore révélé, et un 7e. Ces deux-là sont les marqueurs définitifs d'un éveil authentique. Si tu n'as pas expérimenté ceux-ci, tu es sur le chemin, mais tu n'as pas encore traversé. 6e phénomène, l'effondrement de la narration autobiographique. Tu arrêtes de raconter l'histoire de ta vie de la même manière. Pas parce que tu as oublié, mais parce que la narration de victime, de héros ou de survivant cesse d'avoir un sens. Jacques Hélion disait que l'individuation est une mort et une renaissance psychologique. Les études en neurothéologie de 2025 montrent que les individus qui traversent un éveil profond présentent une altération dans la manière dont l'hippocampe et le cortex préfrontal médian intègrent les mémoires autobiographiques. Ils reconstruisent littéralement l'histoire de leur vie en y intégrant de nouvelles significations.
les événements traumatiques qui définissaient leur identité perdent leur pouvoir. Vous comprenez alors que ce n'est pas tant ce qui vous est arrivé, mais comment vous avez traité ce qui vous est arrivé. Ce changement est irréversible. Une fois que vous voyez, il est impossible de ne plus voir. Et cela vous sépare permanentement des personnes qui vivent encore prisonnières de leur propre récit. Vous essayez d'expliquer, mais cela sonne comme une invalidation. Ce n'en est pas une. C'est simplement que vous êtes sorti de la caverne de Platon, et ceux qui y sont encore ne voient que des ombres. Passons maintenant au septième et dernier phénomène. Septième phénomène, l'acceptation radicale de la mortalité collective. Non seulement votre propre mort cesse de vous effrayer, mais la mort de l'humanité aussi. Vous cessez de ressentir l'urgence de sauver le monde, parce que vous réalisez que tout est cycle. Carl Jung a étudié la mythologie et a constaté que toutes les civilisations s'effondrent, non pas à cause d'une faute morale, mais par épuisement archétypal. L'éveil spirituel vous sort de l'illusion que le progrès est linéaire. Vous voyez que l'humanité est dans une boucle, répétant les mêmes schémas sous des apparences différentes. Et cela ne vous déprime pas, cela vous libère. Parce que vous cessez de porter une responsabilité messianique. André Lambert n'en parlera jamais, car ce serait un suicide pour sa chaîne. Mais Jung a écrit à ce sujet dans Symbole de la transformation. Les personnes éveillées acceptent le chaos, l'impermanence, la futilité du contrôle. Et paradoxalement, cette acceptation libère une énergie créative massive. Parce que vous cessez de gaspiller de l'énergie à résister à la réalité. La neuroimagerie le confirme. Les personnes avec une acceptation radicale ont une activité moindre dans les régions de rumination anxieuse et une activité plus grande dans les régions de créativité spontanée. Elles ne planifient pas moins, elles fluent davantage. Si vous avez expérimenté les 7 phénomènes, vous êtes éveillé. Si vous en avez expérimenté 4 ou 5, vous êtes en train de l'être. Si vous en avez expérimenté moins de 3, vous consommez du contenu sur l'éveil, mais vous n'êtes pas éveillé. Et ce n'est pas grave. L'éveil ne vous rend pas supérieur, il vous rend différent. Et différent est solitaire. C'est pourquoi Jung avait peu d'amis proches. C'est pourquoi André Lambert, malgré des millions d'abonnés, admet dans des interviews qu'il vit isolé, non pas par choix, mais parce qu'une conscience expansée ne rentre pas dans les conversations sociales normales. Vous ne pouvez pas simuler de l'intérêt pour des banalités, quand votre cerveau traite des archétypes collectifs et des schémas civilisationnels. Vous souriez, vous acquiescez, mais intérieurement, vous êtes dans une autre dimension de traitement. Alors, que faire? Première option, revenir en arrière. Recontraindre la conscience, se concentrer sur des objectifs tangibles, consommer du divertissement, éviter la profondeur. Beaucoup font cela après une lueur d'éveil. C'est valable. Deuxièmement, intégrer. Accepter que vous vivez dans 2 mondes, le superficiel et le profond, et transiter entre eux avec habileté. Cela exige de la maîtrise. Jung appelait cela la fonction transcendante. Lambert appellerait cela la flexibilité cognitive. Troisièmement, plonger, abandonner la vie conventionnelle et se consacrer totalement à l'individuation. Peu le font. Jung l'a fait. Les moines le font. Les artistes le font. Mais cela a un kéolté. Vous perdez l'appartenance sociale. Vous devenez étranger pour votre famille, vos amis, la société, mais vous gagnez la vérité. Et pour certaines âmes, la vérité vaut plus que le confort. La seule certitude est que, après avoir vu les 7 phénomènes, il est impossible de ne plus les voir. Vous pouvez nier, vous pouvez vous distraire, mais votre cerveau a déjà changé. Les connexions neuronales ont déjà été formées. Le réseau du mode par défaut opère déjà différemment. La boîte de perception s'est déjà fissurée. Vous pouvez essayer de recoller les morceaux, mais la lumière est déjà entrée. Et maintenant,
Vous devez décider si vous allez vivre en accord avec ce que vous avez vu ou si vous allez faire semblant de dormir encore. Jung disait que la pire tragédie n'est pas de ne pas s'éveiller, c'est de s'éveiller et de faire semblant de ne pas s'être éveillé. Parce qu'alors, vous vivez dans une dissonance cognitive permanente. Votre cerveau connaît la vérité, mais votre comportement la nie. Cela génère une souffrance psychologique mesurable, anxiété chronique, dépression existentielle, maladie psychosomatique. Lambert en parle quand il discute de l'incongruence entre les valeurs et les actions. Mais il ne va pas à l'extrême jungien qui est « si vous vous êtes éveillé et que vous ne vivez pas en accord, vous vous trahissez à un niveau archétypal et le soi ne pardonne pas la trahison. Il vous rend malade jusqu'à ce que vous vous aligniez. Laissez-moi vous montrer 3 cas réels qui documentent comment ces 7 phénomènes apparaissent dans la vie de personnes qui se sont éveillées, pour que vous reconnaissiez si vous en vivez un actuellement. Premier cas, documenté par Marguerite Laine en 2024, une neurochirurgienne de 43 ans, carrière impeccable, famille stable. Durant une chirurgie de routine, elle a eu une expérience de dépersonnalisation soudaine. Elle a décrit comme si elle était sortie de sa boîte de perception instantanément. Pendant 90 secondes, elle s'est vue en train d'opérer de l'extérieur de son corps, mais elle a maintenu un contrôle moteur total. Elle a terminé la chirurgie sans erreur. Mais après cela, le phénomène numéro 1 s'est activé permanentement. Elle ne pouvait plus croire qu'elle était seulement le corps. Dans les mois suivants, les phénomènes 2, 3 et 4 ont émergé. Son réseau par défaut est entré en quiétude active. Les synchronicités ont commencé à apparaître quotidiennement. Son empathie s'est amplifiée au point de ressentir physiquement la douleur des patients. Elle a cherché de l'aide psychiatrique en pensant qu'elle devenait folle. Ils ont fait un IRMF. Ils ont découvert que son cerveau s'était réorganisé complètement. Plus grande connectivité entre des régions qui normalement ne communiquent pas. Moins d'activité dans son moi narratif. Elle n'avait pas de maladie. Elle avait un éveil. 2 ans plus tard, elle a quitté la neurochirurgie et a ouvert une clinique intégrative. Non pas parce qu'elle rejetait la science, mais parce qu'elle a vu que la science, sans conscience expansée, traite le symptôme. Pas la cause racine, son dernier récit. Elle expérimente tous les 7 phénomènes quotidiennement. Elle vit dans 2 mondes simultanés, le scientifique et le transpersonnel. Deuxième cas, homme de 29 ans. Ingénieur logiciel. Il n'avait aucun intérêt pour la spiritualité, Jung, rien de tout cela. Il a pris un psychédélique dans un contexte thérapeutique pour traiter une dépression résistante. Durant l'expérience, il a vécu une mort de l'ego complète. Le phénomène 5 s'est activé de manière abrupte. La peur existentielle a disparu totalement. Il a décrit comme s'il avait vu qu'il n'existe pas de je séparé pour mourir. Il est revenu de l'expérience soulagé de sa dépression, mais il a perdu sa motivation pour travailler, parce que tous ses objectifs étaient basés sur éviter l'inadéquation, sur prouver sa valeur, sans peur. Ses objectifs lui semblaient vides. Il est entré dans le vide productif que Jung appelait nigredo. Il a passé 6 mois sans direction claire, mais il a appliqué un protocole hybride sans le savoir. Il a commencé à écrire quotidiennement sur les synchronicités. Il a régulé son sommeil. Il a pratiqué l'imagination active. Après 9 mois, le phénomène 6 a émergé. Son récit autobiographique s'est effondré. Il a arrêté de se voir comme une victime d'une enfance difficile. Il a arrêté de se voir comme un héros qui a surmonté. Il a vu que toute son identité était une construction psychologique, pas une réalité fixe. Maintenant, il travaille à mi-temps. Il gagne moins, mais il vit aligné. Dernier témoignage. Il affirme que la différence entre l'avant et l'après l'éveil, c'est qu'avant, il vivait en pilote automatique, contrôlé par son moi, alors que maintenant, il vit dans une présence consciente continue.
et que cela est simultanément libérateur et isolant parce que personne autour de lui ne comprend. Troisième cas, Carl Jung lui-même, en 1913, à 38 ans, Jung rompt avec Freud et entre dans une crise psychologique profonde qui dure jusqu'en 1919. Il appelle cela sa confrontation avec l'inconscient. Durant ces années, Jung expérimente les 7 phénomènes de manière extrême. Sa boîte de perception se fissure complètement. Il a des visions, des voix intérieures. Il confronte des archétypes. Son réseau du mode par défaut, le RMD, entre en turbulence totale avant de se stabiliser dans une quiétude active. Les synchronicités explosent. Il en documente des centaines dans le livre rouge. L'empathie s'amplifie tellement qu'il absorbe les états psychologiques de ses patients et doit user de rituels de nettoyage énergétique pour ne pas s'effondrer. La peur existentielle meurt. Il accepte qu'il puisse devenir fou ou mourir dans ce processus, et il continue. La narration autobiographique s'effondre. Il arrête de se voir comme le disciple de Freud ou comme un psychiatre conventionnel. Et mortalité collective, il voit en vision la Première Guerre mondiale avant qu'elle n'arrive. Il comprend que la civilisation traverse des cycles de mort et de renaissance. Jung sort de ce processus, transformé. Il ne revient pas à la psychologie conventionnelle. Il crée la psychologie analytique, l'alchimie psychologique, la typologie, tout basé sur ce qu'il a vécu durant son individuation forcée. Et le coup, il perd des amitiés, sa réputation dans le milieu académique, sa sécurité. Mais il gagne une vérité qui a un impact depuis 100 ans. André Lambert étudie Jung, parce que Jung a vécu ce que la neuroscience valide maintenant. Et vous regardez cette vidéo, parce qu'à un certain niveau, vous reconnaissez ces phénomènes en vous, ou vous voulez comprendre pourquoi vous vous sentez différent des gens qui vous entourent. Il y a une question que personne ne pose, mais qui est cruciale. Si l'éveil est neurologique, est-il réversible? La réponse courte est non. Une fois que les connexions neurales se forment, que le réseau du mode par défaut se réorganise, que la boîte de perception se fissure, il n'y a aucun moyen de revenir à l'état antérieur. Vous pouvez supprimer, vous pouvez distraire, vous pouvez utiliser des substances ou des comportements pour amortir la conscience expansée. Mais le cerveau le sait, et le soi, dans le langage jungien, n'oublie pas. Des études de neuroplasticité de 2025 montrent que les changements structurels causés par l'éveil spirituel sont aussi permanents que les changements causés par un traumatisme sévère. La différence, c'est que le traumatisme contracte la conscience. L'éveil l'expande. Les deux altèrent l'architecture neurale de manière irréversible. Alors si vous êtes au milieu du processus, sachez qu'il n'y a aucun raccourci en arrière. Vous ne pouvez qu'aller de l'avant, en intégrant, ou rester coincé au milieu, en dissonance. Et la dissonance fait plus mal que n'importe laquelle des deux options. Vous venez de découvrir la connexion que le monde académique cache entre Jung et André Lambert. Vous avez vu que l'éveil spirituel a une signature neurologique mesurable, que les personnes éveillées vivent dans une réalité structurellement différente, qu'il existe un protocole hybride pour naviguer cela sans s'effondrer. Cette information n'est concentrée nulle part. J'ai dû croiser des épisodes du Huberman Lab, des études de 2024 et 2025, des œuvres de Jung, des récits de Marguerite Laine. Produire ce type de contenu coûte du temps, des risques et une recherche profonde. Ce n'est pas une vidéo motivationnelle générique, c'est un pont entre la neuroscience de pointe et la psychologie profonde que peu de personnes ont le courage de construire. Si cette vidéo vous a apporté une clarté que vous ne trouvez dans aucun protocole d'optimisation, ni dans une spiritualité vague, considérez utiliser le Super Thanks. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites
continue à révéler ce que la science mainstream et la spiritualité commerciale cachent. Chaque super thanks finance la prochaine recherche, le prochain croisement impossible, entre Jung et André Lambert, que personne d'autre ne fait. Vous ne payez pas pour du divertissement. Vous financez la traduction d'un savoir supprimé. Cliquez sur le cœur doré ci-dessous, si vous faites partie de ceux qui veulent la vérité, pas le confort. Maintenant, la décision vous appartient. Vous pouvez fermer cette vidéo et revenir à des protocoles d'optimisation qui ignorent la profondeur psychologique. Vous pouvez consommer une spiritualité qui ignore la neuroscience, ou vous pouvez intégrer les deux et vivre ce que Jung appelait l'individuation et André Lambert appelle la neuroplasticité autodirigée. Mais comprenez, cette intégration vous transforme permanemment. Vous n'allez plus pouvoir vous intégrer dans des conversations superficielles. Vous n'allez plus accepter des réponses simplistes. Vous n'allez plus suivre une autorité sans la remettre en question. Vous devenez un étranger pour ceux qui dorment encore. Et ça, c'est la solitude. Mais c'est aussi la liberté, parce que vous arrêtez de vivre la vie que la société a programmée et vous commencez à vivre la vie que votre psyché exige. Jung a payé ce prix. André Lambert le paie de manière voilée. Et si vous avez reconnu les 7 phénomènes en vous, vous êtes déjà en train de payer, que vous le vouliez ou non. Le seul vrai choix, c'est de savoir si vous allez payer consciemment, en intégrant, ou inconsciemment, en résistant. Dernière révélation. Cette vidéo ne vous a pas trouvé par hasard. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, votre cerveau est déjà en processus d'éveil, ou proche de l'être. L'algorithme vous a amené ici, parce que vous regardez du contenu qui signale une recherche de profondeur. Jung appellerait ça une synchronicité. André Lambert appellerait ça un schéma de comportement en ligne, corrélé avec une ouverture à de nouvelles expériences, un trait de personnalité associé à une neuroplasticité élevée. Quel que soit le nom, vous êtes ici, parce que vous avez besoin d'entendre ça maintenant, pas demain, pas la semaine dernière, maintenant. Et ce que vous faites avec ça, dans les prochains jours, va définir si vous avancez dans l'individuation. Ou si vous abandonnez le processus, choisissez consciemment, choisissez lucidement, parce qu'un éveil sans intégration, c'est une crise, et une crise sans support, c'est un effondrement. Vous avez le protocole, vous avez la science, vous avez Jung et André Lambert traduits. Maintenant, vous devez décider si vous allez appliquer ou seulement savoir intellectuellement. Et votre cerveau va vous demander de la cohérence. Dans les commentaires, je veux savoir combien des 7 phénomènes vous avez déjà expérimenté. Écrivez seulement le numéro, de 1 à 7. Si vous avez expérimenté les 7, écrivez « intégré ». Si aucun encore, écrivez « observateur », sans jugement. Je veux seulement cartographier à quel stade d'éveil se trouve l'audience de cette chaîne, parce que si la majorité est déjà dans un processus avancé, les prochaines vidéos vont plonger encore plus profond dans la synthèse Jung-Lambert, que personne n'ose faire.